Dans cette vidéo, nous allons introduire la notion de dipôle électrostatique, ce qui correspond au chapitre 3 du cours. Un premier exemple, ça pourrait être certaines molécules, comme la molécule d'eau. Dans cette molécule, l'atome d'oxygène est lié à deux atomes d'hydrogène, et les nuages électroniques de chacun de ces atomes se répartissent autour des trois atomes. Mais il se trouve que ces nuages électroniques sont légèrement plus du côté de l'oxygène que du côté de l'hydrogène. Ce qui fait que du côté de l'oxygène, il y a un petit excès de charge négative, et du côté de l'hydrogène, il y a un petit excès de charge positive. Voilà. Alors, bien entendu, ce sont des nuages électroniques. C'est-à-dire que globalement, il n'y a pas des charges ponctuelles qui sont positives ou négatives. On a juste un petit déséquilibre dans la molécule d'eau, dans la distribution des charges. Mais le résultat, c'est que, bien que restant complètement neutre, la molécule est dite dipolaire, justement à cause de ce léger déséquilibre. On a d'autres situations où la polarisation, donc le fait qu'on puisse avoir une distribution dipolaire comme celle-là, est provoquée par la présence d'autres charges. On pourra en reparler en cours. Donc on peut représenter cette situation par la situation suivante. Imaginons qu'on ait deux charges, une négative que je vais appeler moins Q, et une positive que je vais appeler plus Q. Et dans cet exemple, les deux molécules sont séparées par une distance que je vais appeler A. On appelle ça un doublet d'une charge positive et d'une charge négative, et produit tout de même un certain champ électrique et certaines variations de potentiel si on se place loin, même si on se place près de la charge. Si vous vous placez près de la charge, vous voyez que par exemple, si vous vous mettez, je ne sais pas moi, ici, eh bien, le champ électrique va être, comme vous êtes un petit peu plus près de moins Q que de Q, un champ électrique, et la somme des champs électriques produits par moins Q et par plus Q. Si petit a est très très petit, on peut se dire que si je me mets très loin de cet ensemble-là, eh bien le champ va être pratiquement nul, puisque globalement, la charge ici est nulle. Malgré tout, ce dipôle est une manifestation physique particulièrement importante en biologie, en chimie. En chimie, on a une molécule que les chimistes manipulent bien entendu tous les jours. Je ne parle pas seulement de la molécule d'eau, mais des molécules. Donc il y a des molécules qui sont dipolaires. Alors ça nous amène à la définition suivante. La définition, c'est celle du moment dipolaire. C'est une quantité qui va représenter cette molécule, et elle apparaît naturellement dans le calcul qu'on va faire un petit peu plus loin. Donc on définit le moment dipolaire comme étant un vecteur que je vais appeler P traditionnellement, et ce vecteur, c'est le produit de la charge fois un vecteur, donc on augmente la taille d'un vecteur ou la norme d'un vecteur de ce facteur Q. C'est le vecteur qui relie le point A au point B, le point A où est la charge négative et le point B où est la charge positive. Je trace le vecteur AB. Donc il s'agit de Q fois le vecteur AB, c'est le moment dipolaire. Alors ça, c'est une définition qu'il faut absolument connaître. Et on remarque que la norme de P, c'est donc la norme de Q fois, donc Q c'est un scalaire, donc c'est Q fois la norme de AB. Et on voit que la norme de AB, dans le dessin que j'ai mis, c'est simplement la distance entre la charge moins et la charge plus. Et donc dans cet ordre-là. Donc c'est Q fois petit a. En norme, c'est bien positif, ça n'y a pas de problème. Le moment dipolaire a une direction, un sens, une intensité. Si je reprends ma molécule d'oxygène, j'ai un moment dipolaire qui va aller du moins vers le plus. On verra comment est-ce que les moments dipolaires se somment. En fait, ils se somment pour avoir un moment dipolaire total. Vous avez le moment dipolaire qui est celui-là le long de l'axe oxygène-hydrogène, premier hydrogène, et celui-ci, et la somme des deux vectoriels vous donne un moment dipolaire P pour l'eau, qui va donc de l'oxygène au barycentre des deux hydrogènes. Par convention, le moment est toujours dirigé de la charge moins vers la charge plus. Vous pouvez faire la somme de moments dipolaires dans une configuration qui serait une configuration un petit peu plus compliquée. Et enfin, le moment dipolaire s'exprime en deux bails. L'unité, c'est le coulomb-mètre.
Dans le système international, vous voyez ici, c'est bien une charge en coulomb multipliée par un vecteur. Si c'est en norme, la norme du vecteur ici, c'est bien d'une distance, c'est une longueur plutôt, donc ce sont des mètres. Et le Q, c'est des coulombs. Donc ça explique pourquoi est-ce que l'unité, ce serait, dans le système international, des coulomb-mètres. Par contre, dans un autre système qui est traditionnellement utilisé parce qu'il est plus adapté aux grandeurs en question, on utilise le debye qui est dans le système CGS. CGS pour centimètre gramme seconde. Vous en avez peut-être entendu parler. C'est un système qui a été utilisé et qui est utilisé encore dans certaines situations comme celle-là. Mais on peut toujours passer de l'un dans l'autre si on veut. Un debye, c'est assez facile à retenir, c'est 1 sur la vitesse de la lumière, c'est-à-dire 299 792 792 458 mètres, multiplié par 10 puissance moins 21, c'est-à-dire environ 3,335 10 puissance moins 30 coulomb-mètre. Par exemple, le moment dipolaire de la molécule d'eau, si vous l'exprimez en debye, c'est 1,85 debye. Dernier point, les dipôles interagissent entre eux. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des interactions entre deux molécules qui sont dipolaires. Alors comment est-ce que ça marche ? À partir de maintenant, les dipôles, je vais les représenter simplement par un vecteur qui représente le moment dipolaire. Donc ici, par exemple, vous avez un dipôle, supposons que ce soit une molécule d'eau, ici une autre molécule d'eau. Ce qui va se passer, c'est que cette molécule, même si elle est neutre, elle va quand même créer un champ électrique en ce point. Donc la molécule ici va créer, le champ électrique est beaucoup plus faible qu'un champ électrique d'une charge, mais il existe. Et ce champ électrique, puisque par ailleurs, on verra qu'un dipôle dans un champ électrique réagit d'une certaine manière, le champ électrique créé par ce premier dipôle va affecter ce deuxième dipôle, et le champ électrique créé par ce deuxième dipôle va affecter le comportement du premier dipôle. Ça donne lieu à des exercices classiques en physique. Traditionnellement, on s'intéresse beaucoup plus aux champs créés par un dipôle à très grande distance. Par exemple, vous avez un dipôle ici, on va dire que c'est cette petite flèche, et vous allez chercher quel est le champ créé en ce point-là qui est très loin du dipôle. Parce que vous pouvez exprimer de façon analytique le champ électrique créé à grande distance. Si vous essayez de faire le calcul tout près du dipôle, à part en des endroits précis, le champ a une expression qui est compliquée, alors que le champ à grande distance, il a une expression qui est beaucoup plus simple. On va parler de champ dipolaire et on va voir un petit peu comment ça se passe et ce qu'on peut calculer. On va déjà fixer les notations pour cet exercice, ce qu'on va faire. Donc considérons deux charges moins Q et plus Q situées en deux points A et B qui sont symétriques par rapport au centre d'un système de coordonnées. L'axe orthogonal à l'axe du dipôle, je le nomme de façon un peu pédante xi. Pourquoi est-ce que je le nomme comme ça ? C'est pas vraiment un axe Y, enfin c'est un axe Y, mais on est dans des coordonnées cylindriques ici. Donc ce qu'on va faire, c'est se mettre dans le plan qui contient le point M qui nous intéresse. On va lui donner des coordonnées polaires qui sont R et θ. Et voilà, pour le moment, c'est tout ce qu'il nous faut. Donc la question, ça va être comment je peux faire le calcul. Sur ce schéma, on va écrire l'expression du champ créé par les deux charges moins Q et plus Q en M. On va l'écrire complètement, voir que finalement, c'est pas simple à calculer dans le cas général. Et ensuite, on va se mettre très loin pour voir ce que ça donne. Donc on va calculer le champ en un point M, enfin avec les lois de Coulomb, de façon complètement standard. Donc le champ en question, le champ créé par la charge plus Q, c'est une charge positive. On va supposer que ici, il n'y a pas de charge. Le champ va être dirigé dans cette direction-là. Ça, c'est le champ E que je vais appeler E indice plus. Et le champ créé par la charge moins Q, lui, il va être dirigé vers la charge moins Q, puisque, au point M toujours, puisque la charge est négative. Donc. Et la somme des deux, alors j'ai oublié de marquer ici le moins. Si vous faites la somme des deux champs, vous allez faire quelque chose comme ça. Donc le champ résultant, ça va être ce vecteur somme des deux.
Donc si on veut calculer ce champ E total, on va écrire que E total. J'ai oublié le O ici. Donc si j'écris que E plus E moins, je vais avoir à écrire quelque chose du genre, alors E plus, ça va être 1 sur 4 pi epsilon 0, fois la charge plus Q, divisé par la distance au carré, c'est-à-dire la norme de BM au carré, fois un vecteur que je n'ai pas encore défini, que je vais appeler U+, donc le vecteur U+. Alors ça, c'est le champ E+, et si je prends maintenant le champ E-, c'est ça, ça va faire 1 sur 4 pi epsilon 0, fois la charge moins Q, cette fois-ci, divisé par la norme de AM au carré, multiplié par un vecteur, vous avez deviné que je vais appeler U-, et qui est ici. Okay. Là, on va voir comment est-ce qu'on calcule ces différents vecteurs, mais pour le moment, ça semble raisonnable. On peut aussi écrire que U+, c'est sous cette forme-là. Vous voyez, U+, c'est le vecteur BM divisé par la norme de BM. Souvenez-vous comment est-ce qu'on calcule les vecteurs unitaires. Donc, U+, c'est BM, le vecteur divisé par norme de BM. Donc en gros, on a tout exprimé en fonction des vecteurs AM et BM. Si on exprime les vecteurs AM et le vecteur BM, on peut exprimer le vecteur E total de cette manière-là. On va voir que ce n'est pas si simple, il faut que j'ai une idée de AM et BM. Pour le champ, donc on voit que ce n'est pas simple à calculer. En fait, il y a quelque chose de plus simple à calculer que le champ, c'est le potentiel en M. C'est la somme des potentiels créés par plus Q et moins Q. Donc je vais supposer que le potentiel est nul à l'infini, comme d'habitude ici on n'a pas de charge à l'infini. Donc je vais faire la somme du potentiel créé par plus Q, qui est 1 sur 4 pi epsilon 0 Q sur norme de, pardon, on a dit la charge positive d'abord, donc la charge positive c'est B. Donc ça fait 1 sur 4 pi epsilon 0 Q sur BM, plus 1 sur 4 pi epsilon 0, moins Q sur AM. Donc vous voyez, là, on a pu s'embêter avec les vecteurs U+ et U-. On peut le faire de façon scalaire, et c'est vraiment plus facile à calculer. Ce qui va être pas complètement trivial, c'est les expressions de BM et de AM. Faisons ça. On va calculer le vecteur AM, par exemple. Vous regardez, le vecteur AM, c'est un vecteur, je vais avoir sa longueur, je vais avoir la longueur qui est ici, je vais l'exprimer en ramenant tout en haut. Donc le vecteur AM, je peux dire que c'est le vecteur AO plus le vecteur OM. Et je veux exprimer les choses en fonction des coordonnées de M. Donc norme de AO plus OM. Je vous rappelle quelque chose, c'est que la norme d'un vecteur V, par exemple, c'est le produit scalaire de V par lui-même, et je prends la racine de ce produit scalaire. Donc je vais reprendre ça. Donc la norme de AM, c'est la racine de AO plus OM, vecteur, produit scalaire avec lui-même. Je vais développer cette expression-là, donc ça me donne racine de AO, produit scalaire avec AO, ça fait norme de AO au carré. OM, produit scalaire avec OM, ça va faire norme de OM au carré. Et vous avez le double produit, c'est-à-dire AO, produit scalaire avec OM, plus OM, produit scalaire avec AO. Comme c'est commutatif, ça fait 2AO, produit scalaire avec OM. Voilà, il faut aller jusqu'au bout du calcul. Donc ça fait quoi? Ça fait AO au carré. AO, c'est la longueur, la norme du vecteur AO au carré. Je vais le dessiner comme ça. Ce vecteur, c'est le vecteur qui va de A vers O, et sa longueur, sa norme, c'est la moitié de la longueur entre A et B. On l'a construit comme ça. Donc ça fait tout simplement A sur 2 au carré. Ça, c'est AO au carré. Plus OM, la norme de OM, c'est tout simplement cette valeur de R qui représente les coordonnées de M. C'est exactement l'une des variables en fonction de laquelle je veux écrire mon résultat. Donc, plus R au carré, plus 2AO produit scalaire avec OM, c'est là que ça va devenir intéressant. Le vecteur AO, je peux le représenter, c'est un vecteur. J'ai le vecteur AO, comme ça, et j'ai le vecteur OM, qui est comme ça. Le vecteur AO, je peux le déplacer comme ça ne change rien. Alors je l'appelle, c'est plus le même point exactement, ça va devenir le point B, mais bon.
Quel est l'angle entre les deux vecteurs? Ici, c'est l'angle θ. Donc en fait, 2AO, on sait la norme de AO, c'est petit a sur 2. La norme de OM, c'est petit r. Quand on fait le produit scalaire entre deux vecteurs, on prend la norme du premier, multiplié par la norme du second, multiplié par le cosinus de l'angle entre les deux. Donc ça fait ici 2 normes de AO, norme de OM, multiplié par, c'est pas un produit scalaire évidemment, c'est le résultat du produit scalaire, multiplié par le cosinus de l'angle entre les deux, c'est-à-dire le cosinus de θ. Ok, il se trouve que ça, norme de AO, on a dit que c'était A sur 2. Norme de OM, c'est R. La norme de AM, c'est donc racine de A sur 2 au carré plus R au carré plus 2R A sur 2. Pour aller plus loin, il faut y aller. On a besoin de AM, on a besoin de BM. Comment je fais pour BM? Je dis que BM, c'est BO plus OM. Et donc, BO, c'est pareil, je peux le bouger de ce côté-là. Et vous voyez que l'angle entre les deux, je le bougerai ici, l'angle entre les deux, ça ne va pas être θ, ça va être cet angle-là, c'est-à-dire pi moins θ. Alors faisons ça. On va donc repartir de cette expression-là. Et ce qui nous intéresse maintenant, c'est d'avoir BM. Plutôt, la norme de BM, je vous ai dit, c'est exactement le même calcul, à ceci près que le vecteur AO était dans un sens, le vecteur BO est dans l'autre. Donc, j'écris norme de BM, c'est norme de BO plus OM. Et je peux écrire que le vecteur BO, c'est moins OB plus OM. Le résultat, c'est un peu la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure. Ça va faire racine de moins OB plus OM, produit scalaire, ou si vous préférez OM moins O, produit scalaire de moins OB plus OM. C'est le même raisonnement. Une fois qu'on a ça, on écrit que c'est égal à racine de, et moins OB par moins OB, ça fait norme de OB au carré, plus norme de OM au carré, c'est celui-là par celui-là, et il reste 2 fois OM multiplié par moins OB. Donc ça fait moins 2 OB, produit scalaire avec OM. Étant donné que OB au carré, alors norme de OB c'est A sur 2, voilà, norme de OB c'est cette distance-là. Norme de OM c'est toujours R au carré, enfin norme de OM au carré c'est toujours R au carré. Produit scalaire entre OB et OM, c'est le produit scalaire entre cette distance, ce vecteur-là, et ce vecteur-là, avec toujours cet angle θ. À part le signe moins, il n'y a pas grand-chose qui change. Donc ici, ça fait OB scalaire OM, c'est-à-dire A sur 2, OM c'est R, et multiplié par le cosinus de l'angle entre les deux, cosinus θ. Donc le résultat de norme de BM, c'est racine de A sur 2 au carré plus R au carré moins 2A sur 2 R cosinus θ. Si je rassemble maintenant les morceaux, le potentiel en M, ça va être... Alors, vous voyez, je peux déjà écrire que c'est 1 sur 4pi, et je peux mettre en facteur le 1 sur 4pi epsilon 0 fois Q, donc Q sur 4pi epsilon 0, facteur de 1 sur BM moins 1 sur AM. Que BM, ah oui, j'ai enlevé le norme de AM, norme de BM. Ma notation maintenant, c'est AM tout seul, sans la flèche et sans... C'est la norme. Donc je remplace là-dedans 1 sur BM et 1 sur AM par les expressions qu'on a trouvées, c'est-à-dire ici, cette racine-là, d'accord? Alors je reprends, donc ça fait 1 sur racine, alors vous allez voir, donc ça fait racine de A sur 2 au carré plus R au carré plus 2A sur 2R, je pourrais éliminer, je pourrais simplifier par le 2, plus AR cosinus θ, et puis c'est 1 sur ça, donc je le mets à la puissance moins 1. Même chose, hein, racine de A sur 2 carré plus R2 moins 2A sur 2 R, donc ça fait moins AR cosinus θ, et le tout à la puissance moins 1. Et donc ça, c'est le résultat, c'est le potentiel créé en M en n'importe quel point de l'espace, on n'a pas fait d'approximation, n'importe quel point de l'espace, de coordonnées R et θ dans ce système de coordonnées. OK. Et donc, tout le travail qu'on va faire maintenant, ça va être cette expression de la développer lorsque M est très loin. Qu'est-ce qui se passe lorsque M est très loin?
Donc je réécris cette expression-là, Q sur 4pi epsilon 0, facteur de 1 sur Bm, vous allez voir comment je vais le réécrire. Donc c'est, ici ça va être racine de A sur 2 au carré plus R au carré moins 2. Alors le 2, il n'y en a pas besoin en fait, parce qu'il s'élimine, je vous rappelle, hein. Ici, il s'élimine avec ces deux-là vont s'éliminer. On a A sur 2 au carré plus R au carré moins 2A sur 2. Donc les deux vont s'en aller, fois R cosinus θ. Et c'est bien Bm. Donc ça fait moins AR cosinus θ. Voilà. Et comme on a besoin de 1 sur Bm, ben 1 sur une valeur, c'est cette valeur à la puissance moins 1. Moins, et là on fait la même chose, cette fois-ci avec AM, c'est-à-dire racine de A sur 2 au carré plus R2 plus AR cosinus θ, et le tout à la puissance moins 1. Alors on peut encore simplifier l'écriture, disons. Pourquoi? Parce que racine de quelque chose à la puissance moins 1, c'est ce quelque chose à la puissance 1,5 élevé à la puissance moins 1. Donc ça fait Q sur 4pi epsilon 0, facteur 2, et puis ici on a A sur 2 au carré, plus R2 moins AR cosinus θ, à la puissance moins 1,5, moins A sur 2 au carré, plus R2, plus AR cosinus θ, à la puissance moins 1,5. Alors là, on se rend compte d'une chose, enfin, on revient sur ce qu'on veut obtenir. Ce qu'on veut faire, c'est le calcul suivant, c'est le calcul de V quand le point est loin du dipôle. Parce que justement, les deux expressions, enfin cette expression et celle-là, pas complètement évidentes à manipuler, et le calcul même, c'est pas si difficile, mais voilà, numériquement, on peut le faire. Maintenant, c'est pas forcément une valeur simple. Pour simplifier les choses, on va faire un développement. Quand on veut trouver un développement, on se demande toujours quelles sont les dimensions respectives des différentes variables qu'on est en train de manipuler. Vous voyez, cosinus θ peut prendre n'importe quelle valeur entre moins 1 et 1. Donc ça, c'est d'ordre 1. Ensuite, quand on regarde les deux autres, c'est-à-dire A et R, bon, Q, il est ce qu'il est. Par contre, A et R, ce sont des variables qui ne sont pas du tout de même intensité. C'est des longueurs, mais on reprend ce schéma, on va même reprendre le schéma, le grand schéma. Imaginez que donc M s'éloigne très très loin. Si M s'éloigne très très loin, la longueur R qui est ici devient grande par rapport à A, la distance entre A et B. La taille du dipôle qui est la distance entre les deux charges. Si je reprends mon expression, ce qu'on va faire, c'est se demander si on ne peut pas faire le développement en considérant que A est beaucoup plus petit que R. Alors là, on a un autre souci. J'ai une expression qui est à la puissance moins 1,5. Je voudrais la transformer en quelque chose que je peux manipuler et où je peux faire, pardon pour le gros mot, un développement limité. Hein. Rappelez-vous, les développements limités, c'est justement fait pour ça. Dans un développement limité, les premiers ordres sont toujours beaucoup plus grands que les termes d'ordre supérieur. Chaque terme est plus grand que le terme d'ordre suivant. Donc là, ce que je me dis, c'est est-ce que ça me rappelle quelque chose? Moi, ça me rappelle le développement limité de 1 plus epsilon à la puissance alpha. Vous prenez epsilon très très petit devant 1, et quand vous faites le développement limité de cette expression, vous avez quelque chose qui est du genre 1 plus alpha epsilon plus alpha moins 1 sur 2 epsilon au carré, plus, etc. Et donc ce qui va nous intéresser en fait, c'est cette partie-là du développement limité. 1 plus alpha epsilon. On va dire que le reste va être négligeable. Tout ce qui est en epsilon au carré va être négligeable. Essayons de regarder ça. La question là, c'est qu'on a A sur 2, il n'y a rien qui ressemble à 1 en fait. A sur 2 au carré plus R au carré moins AR cos θ. Donc la question c'est comment est-ce que je fais quand j'ai un truc du genre X plus epsilon, comme ça, et je voudrais transformer ça en 1 plus quelque chose qui est petit. Alors ce que je peux faire, c'est prendre mon X plus epsilon et le diviser par X, c'est-à-dire je vais multiplier ici par X, et divisé par x. Si vous préférez, je sors le x de la parenthèse. Donc ça, x plus epsilon, je peux dire que c'est x facteur de 1 plus epsilon sur x. Si je fais ça, vous voyez que epsilon était petit devant x, donc epsilon sur x, c'est quelque chose de très petit devant 1. J'obtiens une expression qui est très petite devant 1. Et je vais faire la même chose ici. Ça, je n'ai pas besoin de le développer, il reste tel qu'il est.
Par contre, ça, je peux le développer, le 1 plus epsilon sur x. Si par exemple ici j'ai puissance alpha, c'est cette expression-là que je peux développer. Alors ici, vous avez a sur 2 au carré, donc a est petit devant r. Donc en fait, il y a quelque chose de gros, ici c'est r au carré, quelque chose de petit proportionnel à a. Typiquement, r au carré, c'est le plus grand terme. Donc c'est lui que je vais sortir de ma somme. Faisons ça. Donc j'ai a sur 2 au carré plus r au carré moins AR. C'est le même raisonnement pour le plus. AR, enfin pour ce terme-là. AR cosinus θ. Vous voyez que ça, si je sors le r au carré, ça me fait r au carré, facteur de 1 sur r au carré, a sur 2 au carré, plus r au carré divisé par r au carré, ça fait 1, moins AR cos θ divisé par r au carré. Je vais le simplifier un petit peu, ça va me donner r au carré, facteur de 1 sur r au carré fois a sur 2, donc ça fait a sur 2r, je rentre le r au carré à l'intérieur de la parenthèse, au carré, plus. Alors tiens, je vais même faire un truc un peu différent, ce 1, je le mets devant. 1 plus a sur 2r au carré, moins ar sur r au carré, ça fait a sur r cos θ. C'est que le alpha, ici, c'est juste le moins 1,5 qui est là. Donc si je mets à la puissance moins 1,5, je vous rappelle que si vous avez un produit, si vous l'élevez à la puissance, c'est comme si vous faisiez le produit de chacun des facteurs élevé à la puissance en question. Donc ça fait r au carré à la puissance moins 1,5 et celui-là à la puissance moins 1,5. Donc ça fait r au carré à la puissance moins 1. Alors, je vais écrire comme ça, moins 1,5. Ça va faire quoi? Ça va faire r au carré à la puissance moins 1,5, c'est-à-dire r, moins 1, facteur 2, cette expression-là à la puissance moins 1,5. Donc 1 plus a sur 2r au carré moins a sur r cos θ à la puissance moins 1,5. Et là, je peux aller un cran plus loin. Je peux montrer que le a sur 2r, je peux montrer que c'est négligeable par rapport au a sur r cos θ. Cette expression-là, c'est la même que celle-là. Donc je vais la remplacer. Et celle-là, vous voyez que c'est la même chose que ça, sauf qu'il y a un signe plus ici. Donc ça fait q sur 4pi epsilon 0, facteur de r puissance moins 1, facteur de a sur 2 au carré, tout ça, c'est remplacé par 1 plus a sur 2r au carré moins a sur r cos θ à la puissance moins 1,5, moins r puissance moins 1, c'est exactement la même expression, excepté au lieu d'avoir un signe moins, on a un signe plus. Donc ça fait 1 plus a sur 2r carré plus a sur r cos θ à la puissance moins 1,5. J'ai 1 plus quelque chose ici, et là, je vais pouvoir faire un développement limité. Alors, je pourrais, oui, j'ai oublié de dire quelque chose, mais évidemment, je peux prendre le R-1 qui est là et le remettre en facteur, et on va le faire. Je vais dire que ça et ça s'en va, comme c'est R puissance moins 1, on va le faire correctement. Et donc, ici, cette expression-là, c'est à peu près égal, c'est un développement limité, à 1 plus alpha, c'est-à-dire moins 1,5, de quoi? De toute l'expression qui est derrière le 1. A sur R, c'est beaucoup plus petit que 1. Toute cette expression-là vient derrière. Donc ça fait 1 plus alpha epsilon. Et epsilon, ça fait A sur 2R carré moins A sur R cos θ. La différence avec ce qui a écrit au-dessus, c'est qu'il n'y a plus la puissance moins 1,5. Alors je vais réécrire ça. Ça fait Q sur 4pi epsilon 0 R, facteur 2, ça, moins la même expression avec un signe plus ici. Ça fait 1 moins 1,5 de A sur 2R au carré moins A sur R cos θ, moins 1, on va le faire comme ça. Puis après, pour ne pas se tromper, faire attention au signe. 1, donc moins 1,5 de A sur 2R au carré plus A sur R cos θ. On va simplifier cette expression. Alors d'abord, écrivons tous les termes sans toutes les parenthèses. Donc, on vérifie simplement les signes. 1 moins 1,5 sur 2R au carré. Moins 1,5 avec le signe moins, ça donne un plus A sur, donc A sur R, donc A sur 2R cos θ. Moins 1, moins 1, moins 1,5, ça fait plus
1 demi de A sur 2R au carré. Avec ce signe moins en facteur, ça donne, et avec ce signe plus, ça fait un plus, 1 demi de A sur R cos θ. Ça marche. Et donc vous voyez assez facilement que le 1 ici et le moins 1 ici s'éliminent. Moins 1 demi de A sur 2R au carré plus 1 demi de A sur 2R au carré, ça s'élimine. A sur 2R au carré, le terme qui est petit là-dedans par rapport à 1, c'est A sur R. Cos θ, c'est d'ordre 1. Donc A sur R, même s'il y a un 1,5, ça ne change pas grand-chose quant à l'ordre de grandeur. Donc A sur R au carré, c'est beaucoup plus petit que A sur R. Autrement dit, on aurait pu déjà éliminer le A sur 2R qui sont du deuxième ordre bien avant. Et donc, il nous reste, ces 4 termes s'en vont, il nous reste A plus A sur 2R cos θ, et donc le résultat final fait V de M égale Q sur 4pi epsilon 0 R multiplié par A sur R cos θ. Et alors, il y a un petit miracle qui se produit, ça fait donc QA cos θ sur 4pi epsilon 0 R au carré. Je vous rappelle la définition qu'on avait donnée du moment dipolaire, c'est Q fois le vecteur AB. Le moment dipolaire, donc la norme du vecteur P, la norme du moment dipolaire, c'est Q fois norme de AB, c'est-à-dire Q fois A étant la distance entre la charge moins et la charge plus. Et si on regarde maintenant notre schéma, là, la charge moins Q pour le dipôle était en A, la charge plus Q en B, on a exactement la distance A ici. Et donc, ce qui était ici écrit sous la forme QA, c'est ni plus ni moins que norme du vecteur P. Donc je peux écrire V de M. Le potentiel au point M est égal à P cosinus θ divisé par 4pi epsilon 0 R au carré. Ça, on va le commenter. P cosinus θ donc, ne dépend que du moment dipolaire, pas de la charge ou de la distance, mais d'une combinaison des deux, du produit des deux en fait. Cosinus θ, c'est l'angle auquel on voit le point M à partir de l'axe du moment dipolaire. Et 4pi epsilon 0 R au carré, ce qui est intéressant, c'est que ce potentiel va non pas en 1 sur R, mais en 1 sur R au carré. Donc il décroît plus vite que le potentiel d'une charge seule.